Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on fasse un petit bilan de ce deuxième mois du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je ne sais pas pour vous comment se passe ce deuxième mois, j'espère bien, évidemment. Mais je dois avouer que moi ce mois d'octobre a été un petit peu compliqué. Je parle au point de vue de mes lectures, j'ai très peu lu finalement. Beaucoup de graphiques et voilà, ou alors des choses autres que mes lectures prévues pour ma palle du Pumpkin Autumn. Donc voilà, ça va être un update, donc un point lecture assez court finalement. Je vais vous parler de 4 ouvrages et de quelques films et séries, parce que ça j'ai un petit peu continué aussi. Donc voilà, toujours accompagné de ce magnifique feu de cheminée parce que on va pas se mentir, c'est plutôt agréable en cette saison, surtout que là on est dimanche, qu'hier c'était Halloween, que dehors il fait dégueulasse. Donc je me dis ça peut toujours être sympa, ce petit feu qui crépite en plus, c'est hyper agréable. Je vous le conseille, c'est sur Netflix et voilà, moi je le trouve plutôt cool. Si vous êtes prêts, on est parti, on commence tout de suite avec ma première lecture. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre pour le Pumpkin Autumn, c'est un livre young adulte, enfin il est un peu difficile à classer à mon avis. Bref, on va dire un young adulte fantasy. Il s'agit de La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre et moi, c'est toute une histoire parce que je vous avoue que au début, je suis partie avec quelques a priori, il faut dire. Donc Anne Robillard, pour vous replacer, c'est l'autrice mondialement connue, donc une autrice québécoise, qui a écrit entre autres les sagas Les Chevaliers d'Émeraude et Ange, du coup, dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Donc elle a écrit donc également cette nouvelle saga, La malédiction des Dragon's Blood, où je crois il y a déjà 5 tomes de sortie, si je me trompe pas, dans une autre édition. Ici, chez Michel Lafon, il y a 2 tomes maintenant de sortie, mais je vous raconte déjà le résumé. On va suivre du coup un homme d'une trentaine d'années, si je me trompe pas, Samuel Anderson, qui est un musicien talentueux, mais du coup qui a une malchance pas possible dans la vie, puisqu'il a signé un contrat avec un label ou une maison d'édition, bref, quand il était très jeune, et un contrat absolument scandaleux, qui le prive de tous les droits et qui l'oblige en fait à travailler pour ce label ou cette maison d'édition vraiment pour des clopinettes. En fait c'est un musicien de génie, mais tout ce qu'il crée appartient à la boîte et il les refile gentiment à d'autres artistes. Donc en fait il entend ses compositions passer tout le temps à la radio, etc., avoir du succès, sauf que il est jamais reconnu pour son travail, donc c'est un peu une catastrophe. Il était marié, il a une fille, sauf que sa femme du coup, vu la malchance qui le poursuivait, a fini par le quitter et a emmené sa fille avec elle. Elle s'est en plus remariée à un riche homme d'affaires, enfin bon bref, une catastrophe. Et donc Samuel commence à perdre un peu espoir, et un soir où ça va très très mal, je vais vous passer les détails, il va finir par se retrouver devant des grilles d'une maison, d'un château plus vraisemblablement, mais qui se trouve en plein Londres. Et ça c'est assez étonnant. Et du coup il va se retrouver dans ce château, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, qui en fait appartiendrait à l'un de ses ancêtres, dont il viendrait d'hériter. Et il se retrouve en fait dans ce château qui semble vide, mais dans lequel il se passe des choses pour le moins assez surprenantes. Bref, on est sur une histoire de fantômes, de voyage dans le temps, ce qui est extrêmement intéressant. Il a été un petit peu long à se mettre en route, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des bases à poser, enfin, etc. Mais il était un peu, voilà, il prenait un peu son temps. Mais alors une fois que l'histoire a vraiment démarré, j'ai beaucoup aimé ces sauts dans des mondes avec des temporalités différentes, et c'était hyper intéressant.
c'est vraiment prometteur pour la suite. Là où ça m'a un petit peu bloquée. Alors, je vous raconte, puisque je pense qu'il faut remonter au début, ce livre et moi, donc on a une histoire particulière, je vous l'ai dit, puisque en fait, quand j'ai découvert ce livre pour la première fois en librairie, il avait été malencontreusement mis dans le rayonnage adulte. Après, je peux comprendre parce que c'est vrai que ce premier tome a une couverture plutôt sobre, dans les tons un peu sombres, en tout cas un peu noirs, avec voilà ce dragon qui apparaît, mais c'est vrai que ça aurait pu passer pour une couverture adulte, honnêtement. Et puis quelques temps après, je l'ai vu passer dans le rayon young adulte, et pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit non mais en fait ils se sont encore plantés, c'est pas possible, c'est carrément du jeunesse. C'est mon premier, en tout cas, livre de cette autrice, donc je ne connaissais pas sa plume, donc je ne sais pas si c'est habituel, mais c'est vrai que c'était, au début, c'était assez surprenant. Vraiment, le début du livre, je tiens à le préciser, est assez surprenant parce qu'on parle d'un personnage quand même bien adulte, je crois qu'il a, ouais, il a plus de 30 ans, donc voilà, c'est un personnage bien adulte, mais alors vraiment, l'écriture était, et ça n'a rien de péjoratif, ultra simpliste. Parfois, dans la réflexion, j'étais là mais c'est pas possible. En gros, dans le paragraphe descriptif, on vous raconte mais comment va-t-il s'en sortir, quelle idée va-t-il pouvoir trouver pour s'en sortir. Et 2 secondes après, on a la ligne de dialogue, entre guillemets, où le personnage se dit tout haut « Ah, comment vais-je faire pour m'en sortir ?» Excuse-moi, non, enfin bon, c'était un peu déroutant, j'avoue, au début, donc je me suis dit ça va peut-être pas passer, et honnêtement alors est-ce que ça s'améliore ou est-ce que je m'y suis habituée c'est à déterminer, mais en tout cas vraiment l'histoire prend vraiment le pas peut-être sur l'écriture au bout de quelques pages quand même, au bout d'une oui, peut-être une centaine, hein. Il m'a fallu peut-être une centaine de pages pour vraiment rentrer dedans, mais une fois que l'histoire a vraiment démarré, je vous jure, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça vous gâcherait la surprise. C'est vraiment prometteur comme premier tome. La preuve c'est que quand je l'ai commencé, je me suis dit le 2e tome sort normalement je crois c'était en octobre, quelque chose comme ça, enfin voilà, en fin d'année, et je me suis dit pouf, à mon avis c'est pas un truc que je continuerai, et finalement le tome 2 est juste derrière moi en train d'attendre que je puisse le reprendre. Bref, il y a une histoire de malédiction pour ceux qui aiment la fantaisie, mais voilà, assez abordable, voilà, je vous le conseille. J'attends de voir la suite avec le tome 2, mais vraiment ce premier tome, prometteur, on en reparle. Alors j'aimerais maintenant vous parler d'une série du coup que j'ai commencé, j'ai dû regarder la première saison, au moins je crois la première saison. Donc il s'agit de Désenchanté, créé par Matt Groening en 2018 je crois, et qui passe sur Netflix. Matt Groening, pour ceux qui ne l'auraient pas situé, c'est le créateur entre autres des Simpsons ou de Futurama, donc bon, on n'est pas sur n'importe qui, et il a une patte vraiment très très identifiable. Et alors Désenchanté, c'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Bean, qui vit dans un monde du coup un peu magique, avec son père le roi, du coup le roi Zog je crois il s'appelle, et sa mère du coup qui a disparu quand elle était petite. Et du coup la princesse Bean en fait c'est pas du tout le genre de princesse toute mignonne, toute sage et tout, elle en a un petit peu marre qu'on lui dicte sa conduite. Et en plus elle est un peu déjantée, bref elle boit, elle fume, elle rote, elle jure comme un charretier, enfin bref on est sur vraiment voilà quelqu'un de très borderline, et elle est accompagnée en fait d'un elfe, du coup elfo, qui s'est échappé du monde des elfes parce que il en avait ras-le-bol que tout le monde soit super mignon, super gentil et tout. Donc il a fui sa contrée et du coup il est allé voir ailleurs s'il y avait du mieux. Et il y a aussi un autre personnage, donc Lucie. Je l'adore. C'est le petit démon personnel du coup de la princesse Bean, envoyé par des mystérieux conspirateurs, on sait pas trop qui c'est, bref, qui regardent un peu les choses de loin. Et voilà, et du coup arrive plein d'aventures, chaque épisode raconte différentes choses. Alors on est toujours sur du gros gag, alors
si vous aimez les Simpsons, si vous aimez Futurama, ça va être totalement votre came. On est sur l'humour piquant, grinçant, voilà, c'est assez chouette pour ceux qui aiment ça. Après, est-ce que voilà, je suivrai pendant X temps? Je suis pas sûre parce que ça a jamais été trop non plus mon délire, mais je dois avouer qu'il y a quand même des choses hyper positives à en tirer. Voilà, c'est assez satirique, faut aimer. Il faut aimer, c'est un genre, il faut aimer. Après, voilà, c'est pas totalement ce qui me botte, mais c'est plutôt sympa. On va ensuite parler du film Nanny McPhee, réalisé par Kirk Jones en 2005. Ce film est inspiré de la série de romans Nurse Matilda, écrit entre 1964 et 1965 par Christiana Brand. Dans ce film de fantasy, on raconte l'histoire d'une famille, donc le père avec ses 4 ou 5 enfants, je ne sais plus combien il y a, bref il y a toute une tribu. Malheureusement la mère est décédée quelques temps auparavant et les garnements s'en donnent à cœur joie, donc c'est un petit peu le bordel jusqu'au jour où arrive une nurse un petit peu différente de celle qu'ils ont connue. Elle n'a pas forcément beaucoup d'attrait dans un premier temps, mais elle a des méthodes hyper particulières et des dons assez incroyables qui vont amener les enfants peut-être à reconsidérer un petit peu leur position. Et voilà, jusqu'au jour où en fait ils n'auront plus besoin d'elle, mais ils voudront qu'elle reste. Et donc voilà, c'est un joli film pour les familles, hyper doux, hyper cocooning, hyper positif, plein de bons sentiments et de magie. Donc voilà, c'était très sympa à regarder, ça faisait longtemps. Il y a entre autres dans ce film les acteurs, et c'est à noter, Emma Thompson dans le rôle de Nanny McPhee, qui est vraiment assez brillante, et Colin Firth dans le rôle du père de famille débordé. J'ai ensuite lu le 3e tome d'une petite série jeunesse, donc une série de BD. Il s'agit de La planète des singes, donc le tome 3 de Animal Jack par Kit Toussaint et Miss Prickly aux éditions Dupuis. Donc vous savez, Animal Jack, c'est bien la 3e fois que je vous en parle, au moins. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon, Jack, qui n'est pas très loquace, mais qui a un pouvoir assez extraordinaire, celui de se transformer en n'importe quel animal. Et du coup, on a découvert pas mal de secrets, puisque dans le monde de Jack, qui semble assez réel, excepté le fait que ce gamin a quand même un pouvoir assez énorme et que tout le monde trouve à peu près ça normal dans son entourage, enfin en tout cas semble l'accepter. Donc comme toujours on mélange des notions d'environnement, de sauvegarde de la nature, sauvegarde des animaux, on découvre vraiment des choses tout à fait d'actualité, et puis il y a toujours un petit côté magie parce que ça rend toujours la vie plus belle. Dans celui-ci, donc le titre l'indique, on va, sans vous spoiler, parler forcément de singes. Les dessins et le trait graphique et la colorisation sont toujours aussi somptueux. On va en plus en profiter pour découvrir beaucoup de choses sur les singes, beaucoup d'espèces différentes, leur lieu d'habitat, leurs origines, etc. C'est très sympa. Et puis l'histoire est vraiment plutôt cool, c'est hyper intéressant avec des problématiques qui font réfléchir les petits et les grands. Donc moi je dis oui avec ce 3e tome et j'espère très bientôt pouvoir lire le 4e. Navré si vous entendez quelques bruits en fond, on est en plein travaux à la maison et donc voilà, ça ne pouvait pas attendre, il fallait absolument que je filme de suite, donc j'espère que voilà, le bruit ne vous dérangera pas trop, d'avance pardon. Ensuite j'ai regardé 2 films aux alentours d'Halloween, alors un qui n'a rien à voir avec Halloween, mais du coup ça faisait partie, je l'avais mis dans ma pelle du pumpkin parce que je ne sais plus d'ailleurs en quelle catégorie, je vous le redirai ou je vous le mettrai par ici. Il s'agit de Cyrano de Bergerac, donc réalisé par Jean-Paul Rapneau en 1990, avec notamment des comédiens comme Gérard Depardieu, Anne Brochet ou encore Vincent Pérez. Il s'agit bien évidemment d'une adaptation de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Dans cette histoire, on est à Paris au XVIIe siècle et un homme, du coup, un cadet de Gascogne, poète, beau parleur, mais absolument laid, donc Cyrano de Bergerac. Alors on dit qu'il est laid, en fait, il a somme toute une difformité au niveau de son nez, semble-t-il. Bref, il a un gros nez, un immense nez, qui apparemment, d'après lui, le rend très très laid.
Et cet homme est amoureux de sa cousine, appelée Roxane du coup, qui est une dame d'un certain rang, qui est une précieuse, donc qui aime vraiment les traits d'esprit, le théâtre, etc. etc. Et donc il est amoureux d'elle, sauf que elle ne jure que par un beau jeune homme en fait qu'elle a aperçu, dont elle est tombée amoureuse, qui apparemment est tombé amoureux d'elle aussi, mais qui n'ose pas l'approcher parce qu'il manque d'esprit et donc il ne sait pas parler aux femmes. Et du coup par des imbroglios totalement délirants, du coup donc celui-ci en fait le comte de Neuvillette, ou je ne sais plus, dont elle est amoureuse, va s'allier à Cyrano de Bergerac pour en fait séduire donc Roxane, et voilà, et jusqu'à ce qu'ils partent à la guerre, et je vous passe les détails. Voilà, c'est un très beau film du coup que je n'avais pas vu, je l'avais déjà vu au moins une fois, mais ça faisait extrêmement longtemps. Et je trouve que c'est une superbe pièce, c'est très beau, c'est très bien écrit, et je dois avouer que même si je suis pas fan de l'acteur en général, Gérard Depardieu joue extrêmement bien, il a une éloquence, une diction qui sied à merveille en fait au personnage de Cyrano de Bergerac, il a une prestance et un charisme assez impressionnant. Donc rien que pour la performance, il faut être honnête, c'est un film à voir. Et hier soir, comme c'était Halloween, j'en ai profité pour me faire un classique. C'est Hocus Pocus, donc un film de 1993 je crois, avec entre autres Bette Midler, Sarah Jessica Parker ou encore Sean Murray, dont j'avais parlé, qui est un acteur d'NCIS. Alors j'avais pas du tout fait le rapprochement avant, mais bah oui, en effet, je pense que ça faisait un moment que je l'avais pas vu aussi ce film. Et voilà, c'est vraiment un classique d'Halloween. Il est... Alors certes il a vieilli, mais pour d'autres qui ont vieilli et mal vieilli, celui-ci il a vieilli mais il garde un charme fou. Enfin moi j'ai passé un extrêmement bon moment en le regardant. Donc dans ce film on nous parle en fait de l'histoire de trois sœurs qui sont mortes 300 ans avant dans la ville de Salem. Donc trois sœurs sorcières, vous vous doutez bien. Qui ont été tuées parce qu'elles capturaient des enfants pour récupérer leur jeunesse. Et donc elles ont jeté un sort au moment de mourir en disant que 300 ans plus tard, une jeune âme vierge en allumant une bougie dans leur maison, bref, les réveillerait, enfin les ramènerait à la vie. Et donc c'est ce qui se passe, et voilà. On va suivre trois de ces enfants, de ces jeunes ados du coup, qui ont malencontreusement, enfin l'un d'entre eux a malencontreusement ramené les sorcières à la vie. Et voilà, c'est ambiance spooky, ambiance Halloween, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé et je suis sûre que vous adorerez aussi. Voilà, c'est très 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 sympa. Ensuite on est encore sur un graphique, mais un gros album graphique que j'avais super envie de découvrir depuis tellement longtemps, mais je me le réservais exprès pour le lire pour la journée d'Halloween, et c'est ce que j'ai fait, et oh mon dieu ce que j'ai bien fait. Il s'agit de Sacrée Sorcière par Roald Dahl donc, et Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors dans cette histoire de Roald Dahl, donc merveilleusement illustrée par Pénélope Bagieux, on va suivre l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui malheureusement vient de perdre ses parents, qui vit en fait avec sa grand-mère. Et j'adore le personnage de la grand-mère, il me fait mais tellement mourir de rire. C'est un personnage à elle toute seule, c'est le cas de le dire. Et du coup on va suivre donc l'histoire de ce petit garçon et sa grand-mère qui se retrouvent tous les deux et qui vont devoir partir en fait en semi-vacances dans une sorte d'hôtel près de la mer, et qui vont se retrouver confrontés en fait à des créatures, à un grand danger, et qui vont devoir se battre malgré les difficultés pour sauver la vie et pour sauver tous les enfants de la planète. En gros, voilà l'histoire. Mais c'est tellement bien fait. C'est adorable, j'ai vraiment adoré et l'histoire et les dessins, il faut être honnête, même si dans un premier temps c'était pas gagné, je vous ferai bien sûr des incrustes. Mais voilà, c'est pourtant une histoire à la base pas facile, on est sur des choses parfois vraiment dures, et finalement on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses positives qui en ressortent, tout dépend comment on prend les choses.
et c'était chouette, et c'était vraiment chouette. Et ça parle de sorcières, et ça parle de magie, et ça parle de métamorphose, et ça c'était trop cool. C'était trop cool. Et là où on pourrait considérer en fait les choses comme une catastrophe, et bien tout dépend de ce qu'on décide en fait d'en faire, et ça je trouve que c'est un message hyper positif, et pour le coup je ne regrette pas du tout. Et alors pour finir, je vous avais dit, on n'est que sur des graphiques, j'en suis désolée, à part la malédiction des Dragon's Blood bien sûr, mais là je vous présente encore un graphique, une BD d'une série du coup que j'adore. Je vous l'ai dit depuis le début d'année, j'ai un vrai coup de cœur pour cette BD, ça a vraiment été l'une de mes BD chouchou de 2020. J'adore l'histoire, j'adore le dessin, j'adore tout en fait, j'adore les personnages, tous autant qu'ils sont, je les aime d'amour. Et là, je viens de lire le tome 3, le dernier qui est sorti malheureusement pour l'instant. Il s'agit de Bergère guerrière, donc de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat. Dans ce troisième tome intitulé Le Périple, on continue à suivre, vous savez, l'histoire de Molly, qui est une petite fille qui vit dans un village dans lequel pratiquement tous les hommes sont partis 10 ans plus tôt à la guerre et malheureusement n'en sont jamais revenus. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et donc les femmes ont dû pallier en fait à l'absence des hommes et prendre en charge la survie du village, donc la défense, etc. Et donc entre autres se sont organisés un ordre du coup de guerrières pour protéger les villages. Et il s'agit des bergères guerrières. Et là moi j'adore. Et Molly du coup, depuis petite fille, donc là à 10 ans, a commencé son apprentissage pour rentrer dans l'ordre des bergères guerrières, et donc il est arrivé beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas vous donner les détails parce que vraiment, déjà c'est tout le contexte, mais je trouve que c'est largement suffisant pour prendre plaisir à découvrir l'histoire. Et dans ce tome, vraiment dans ce troisième tome, on creuse un petit peu plus encore la psychologie des différents personnages, et on a des petites révélations qui commencent à poindre, et ça c'est chouette. On a peur pour les personnages, il y a du danger, il y a vraiment un côté aussi magie bien évidemment. Et là c'était vraiment chouette, mais en fait j'en veux encore. C'est voilà, un tome 3 qui ne démord pas du coup mon coup de cœur, qui ne s'affaiblit pas, vraiment il fait plus de 60 pages je crois, et franchement j'en aurais lu encore le double que je l'aurais pas vu passer. Donc pour moi c'est une totale réussite, et je n'attends qu'une chose, c'est la suite. Alors voilà pour ce petit point lecture, ce petit update du coup du deuxième mois du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous l'avais dit, c'est pas beaucoup, j'en conviens, mais on garde le rythme, c'est le plus important. J'espère que novembre sera un petit peu plus productif. Bon, surtout dans cette période compliquée, je me dis que point positif, ça peut peut-être être l'occasion de lire un petit peu plus, en tout cas de m'y remettre un petit peu plus. Et comme c'est une petite vidéo, normalement, je vous propose qu'on se retrouve en fin de semaine, encore une fois, pour une vidéo un petit peu bonus, un petit peu extra. On sera pas sur des livres, mais c'est quelque chose que vous m'aviez dit qui vous intéressait. Donc je me dis pourquoi pas. Donc si vous êtes curieux, on se retrouve en fin de semaine. Sinon, rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour faire vivre la chaîne. Les petits pouces bleus si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Le principe de cette chaîne, c'est vraiment l'échange. Donc voilà. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Qu'on lise beaucoup ou pas, peu importe. On est vraiment là pour prendre du plaisir ensemble, s'amuser et discuter de ce qu'on aime en fait. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite plein de courage dans cette période. J'espère que pour vous ça va. Le principal c'est la santé, la vôtre et celle de vos proches, n'oubliez pas. Donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine, très belle fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.